Fabrique TV, premier rendez-vous thématique de l'après-midi sur la révolution des services dans notre société et ses enjeux. Notre expert, Benoît Méronin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur R&D de l'Académie du service et professeur à l'EM Grenoble. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si pour vous présenter, je dis que vous conceptualisez la révolution des services, vous la suivez, vous la pensez, vous imaginez les services de demain, ça vous convient ? Oui, ça me convient très bien. Un peu prétentieux, mais ça me convient quand même. C'est un job à temps plein, ça ? Oui, c'est un job à temps plein, oui. C'est un job à temps plein, effectivement. Donc vous n'êtes jamais dans le présent, vous êtes toujours dans le demain. Si, très dans le présent, parce que c'est des sujets d'anticipation qui se préparent aujourd'hui, comme on le voit là, effectivement, avec ce métier particulier du logement social. Donc Bon. oui, c'est aujourd'hui et maintenant. On pose le cadre, tout d'abord. Comment caractériser les attentes des consommateurs aujourd'hui ? Alors moi, j'aime en fait insister sur 6 attentes principales. La première 6 attentes principales. Voilà, tout à fait. La première concerne en fait ce que j'appelle la fluidité du parcours client. Alors, ce client peut être un habitant ici en l'occurrence, ça peut être un patient, ça peut être un usager, peu importe. On va dire la fluidité du parcours du client, sa simplicité, son efficacité. C'est vrai qu'on est dans des univers de services qui sont de plus en plus complexes, avec un emboîtement de prestataires, avec une chaîne de services qui est complexe, et le client, l'usager, l'habitant recherche aujourd'hui de la simplicité, de l'efficacité. Quand il a un besoin, il veut qu'on lui réponde rapidement. Quand il a un pépin, il veut qu'on lui réponde rapidement. Il est en quête finalement d'efficacité, d'efficience dans son processus de travail avec l'entreprise. Attente numéro 1, la fluidité. La fluidité, l'efficience du parcours client. Je voulais ensuite insister sur une deuxième attente qui concerne quelque chose de plus fondamental, que j'appelle la réassurance et le besoin finalement d'être rassuré en permanence. Quand j'ai posté par exemple une réclamation, quand j'ai signalé un problème, je veux savoir qu'il a été pris en compte et je veux qu'on me tienne informé finalement de ce qui s'est passé. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, mais les entreprises aujourd'hui travaillent énormément sur ce thème de la réassurance. C'est-à-dire qu'on se rend compte par exemple qu'un voyageur a besoin de recevoir de l'information. Même si vous avez votre billet, ça vous rassure de recevoir un SMS ou un mail sur votre smartphone qui vous dit votre avion ou votre train va bien partir en retard. Ou situation actuelle, situation perturbée du fait des grèves. Ça m'est arrivé ce matin de recevoir un appel par SMS de la SNCF qui me prévenait que mon train de demain était annulé. Ça aussi, c'est normal. Voilà, ça me permet de m'organiser. Pour autant, beaucoup d'entreprises ne le font pas, ne le faisaient pas encore. Ouais. Et ça permet effectivement d'injecter cet élément de réassurance qui est créateur de confiance. Troisième élément. Alors, troisième élément, j'aime bien insister aussi sur la question de la valorisation et de l'estime de soi. Alors, ce que je viens d'évoquer en fait partie, mais plus globalement, les clients, les usagers, les patients aujourd'hui ont besoin de vivre une expérience qui, dans sa globalité, est une expérience valorisante pour eux. Alors, c'est un point qui est important parce qu'on aura, je pense, l'occasion de l'évoquer tout à l'heure avec Christine Giraudon pour Lyon-Parc-Auto. Et qui est un très bon exemple, c'est-à-dire que quand on expérimente en tant que client les parcs de stationnement, habituellement, on est plutôt confronté à des univers, si ce n'est glauque, en tout cas des univers qui ne sont pas très glamour. Les parcs de stationnement, ce n'est pas fait pour nous faire rêver. Et Lyon-Parc-Auto a su imaginer au contraire des environnements qui sont beaux, qui sont élégants, qui sont créateurs finalement d'une expérience pour le client, pour l'usager que nous sommes, qui est une expérience valorisante parce qu'elle est esthétique, parce qu'elle est élégante. J'aime beaucoup cette expérience-là parce qu'elle montre que quel que soit le métier, il n'y a pas d'a priori à avoir, on peut transformer, on peut réfléchir à son métier de manière à se dire mais finalement comment créer une expérience autour de ce métier qui soit beaucoup plus valorisante pour finalement l'usager, pour le client. Et on peut y voir là aussi le combat des bailleurs sociaux par rapport à l'image du logement HLM, effectivement. Tout à fait, ça en fait partie. Valorisation. Un quatrième thème qui est important et je pense qu'il est en résonance aussi avec le monde du logement social, c'est la coproduction du service, c'est-à-dire le fait que les clients, les habitants aujourd'hui ont sans doute besoin de contribuer. Et on le voit bien d'ailleurs cette journée. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Cette journée est un très bel exemple, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une logique de participation, de co-construction. Bernard Stiegler, le philosophe, aime à dire de contribution, mais on est bien là-dedans, c'est-à-dire que là on a des gens qui travaillent ensemble. Efficience, c'est pas mal comme terme aussi. L'efficience aussi, c'est pas mal. Qui co-construisent ensemble quelque chose et qui sont dans cette logique de dire mais c'est mon logement, c'est ma ville, je veux contribuer, je ne suis pas passif, je veux être acteur finalement de cette transformation-là. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, qu'il faut bien comprendre. Cinquième. Alors le cinquième, ça va être, on va dire, quelque chose qui va être autour de, et je pense qu'on en est encore aussi là dans l'illustration aujourd'hui, de la quête de liens, de l'affectivité, du fait de rester finalement en proximité avec ses proches ou avec sa communauté. Qu'il s'agisse de vos proches à vous ou des miens au sens de nos proches, de notre famille, mais plus globalement au sein de la communauté des habitants ou la communauté professionnelle par exemple. Donc là aussi il y a quelque chose qui nous renvoie là aussi à une dimension beaucoup plus affective, à un besoin finalement inhérent à l'homme qui est de rester connecté finalement ou d'être plus connecté, d'être plus en lien finalement avec ses proches.
Et on termine avec la 6e attente. Alors la 6e attente, c'est ce que j'appelle en fait moi le respect de l'agenda du client, ou on pourrait dire finalement le respect du temps finalement de l'usager, de l'habitant, du client. On est quand même dans un univers aujourd'hui où nous avons le sentiment de manquer de temps. Nous avons le sentiment aussi qu'on nous fait perdre beaucoup notre temps. C'est quelque chose qu'on n'aime pas gaspiller, c'est une ressource rare, on en a conscience. Et donc aujourd'hui, on va valoriser finalement des prestataires qui sauront respecter notre agenda. C'est-à-dire par exemple nous donner la possibilité de prendre rendez-vous, qui dans le monde des parcs de stationnement dont on parlera tout à l'heure, nous donne la possibilité de réserver une place de stationnement, de ne pas perdre de temps pour trouver une place de stationnement. Vous voyez, donc tout ce qui va relever finalement du respect, ce que moi j'appelle le respect de l'agenda du client. Vous venez de nous parler des 6 attentes que vous avez définies. C'est quand même, pour 3 ou 4 d'entre elles, juste des évidences, des fondamentaux. Pourquoi faut-il les rappeler? C'est vrai, ce sont des évidences parce qu'elles nous renvoient à la dimension de l'homme en chacun d'entre nous, c'est-à-dire non pas des attentes pour moi, mais à des besoins. Le besoin d'être respecté, le besoin d'être entendu, le besoin de se voir respecté au niveau du temps qu'on peut consacrer à certaines choses, et puis surtout le besoin d'estime et de valorisation que nous éprouvons tous. Donc c'est quelque chose de fondamentalement humain qui traverse tous les métiers, qui traverse les âges aussi. Pour autant, je pense qu'on peut avoir le sentiment les uns et les autres, à travers les expériences de service que l'on vit, que ces besoins, aussi essentiels soient-ils, ne sont pas toujours respectés. On parle de ces attentes, on vient de parler du socle dur. L'autre question, c'est qu'est-ce qui change maintenant? Qu'est-ce qui change en matière d'attente? Beaucoup de choses changent évidemment. Je pense qu'on peut avoir en tête le digital, et qui est aussi, on le voit bien aujourd'hui, un des Travail moyens. dans les labos sur le digital, Voilà. effectivement. Avec le Il y a forcément des chantiers ou un chantier au moins sur le digital. Puis on voit bien que là, tout ce qui nous relie aussi, ce sont des outils digitaux. Donc le digital, c'est un extraordinaire ensemble finalement d'outils qui nous permettent de répondre en tout ou partie aux besoins que j'ai évoqués. Ça permet de prévenir le client, ça permet de l'informer, ça permet de prendre rendez-vous. Ça permet de lui dire, de prendre en considération le fait qu'on a bien reçu sa plainte. Ça permet finalement tout un tas de choses. Ça permet d'occuper tout simplement le client quand il est dans une file d'attente, par exemple. C'est vrai. Donc le digital, c'est quelque chose de paradoxal parce que à la fois c'est un puissant levier finalement pour répondre à ses besoins, mais en même temps c'est aussi un extraordinaire outil qui vient générer du stress dans le même temps. Je prends toujours le même exemple, mais je pense qu'il est parlant, c'est l'exemple du billet électronique. Quand vous preniez le train auparavant, vous aviez un bon vieux billet papier et puis vous pouviez vérifier 25 fois dans l'heure. Alors je pars bien demain à telle heure, etc. Attendez, voilà. Ouais. Aujourd'hui, vous avez votre billet électronique. Si vous avez oublié votre smartphone ou si vous avez oublié de recharger votre smartphone, j'avais plus de batterie l'autre fois. Voilà, vous n'avez plus accès à votre billet. Et ça, c'est générateur de stress. Et je pense que si vous regardez, si vous discutez autour de vous, il y a plein de gens effectivement pour lesquels la dématérialisation du billet est quelque chose qui a été générateur de stress. Ça perturbe. Voilà. Donc le digital en soi il est neutre, lui il n'a pas de vocation positive ou négative, simplement dans la manière qu'on va avoir de l'utiliser, il va pouvoir soit se révéler en positif et apporter des solutions, soit il va pouvoir dans le même temps faire générer quelque part du stress, de l'incompréhension et parfois de la colère. On parle du consommateur, on parle des attentes en matière de services. On rappelle que ce sont des experts, des regards extérieurs au monde du HLM qui sont sur ce plateau en début d'après-midi. On va parler d'entreprise maintenant, Benoît, à partir de tout ce que vous venez de dire. Comment les entreprises prennent-elles en compte ces évolutions? Et on ne parle pas de révolution, on parle d'évolution. Alors il y a plusieurs manières finalement d'aborder cet enjeu du service. D'abord, vous l'avez dit en préambule, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui concerne tous les acteurs finalement de l'économie. Alors ça concerne évidemment les acteurs du logement social, on le voit aujourd'hui, mais ça concerne les entreprises industrielles, ça concerne les hôpitaux publics, ça concerne finalement toutes les organisations, dès lors qu'elles délivrent à un moment donné un service, voire plus largement une expérience, et qu'elles font vivre ou qu'elles sont acteurs finalement de l'expérience qu'on va vivre à un moment donné. Et cette transformation-là, elle s'opère finalement à travers quelques leviers principaux. Le premier va concerner finalement, et je pense que c'est aussi en discussion là en ce moment, la manière de faire évoluer l'offre de service. C'est-à-dire quelle nouvelle offre de service on va pouvoir développer. Qu'elle soit identifiée au départ. C'est compliqué, et puis c'est compliqué de faire évoluer les modèles économiques. On voit bien aujourd'hui, on parle beaucoup d'ubérisation, on voit finalement comment ça secoue des métiers comme l'hôtellerie ou des métiers typiquement comme les chauffeurs de taxi. D'autres se disent, oulala, ça pourrait bien m'arriver demain. Et finalement, ce qui arrive en fait derrière, c'est pas tellement des services qui eux restent à peu près en l'état. Il y a toujours une voiture et quelqu'un pour la conduire. Il y a simplement une intermédiation qui est différente. Il y a un petit peu plus de digital sans doute, mais surtout il y a un modèle économique qui est différent et qui parfois va révéler des facettes, on va dire, pas forcément positives. Donc on voit bien que l'enjeu finalement des services, c'est pas tellement les nouveaux services. Je pense que les gens sont créatifs et les gens aujourd'hui vont être sans doute très créatifs et imaginer plein de nouveaux services. Après, faut-il encore pouvoir les opérer au meilleur coût et pouvoir garantir finalement au client qu'on va tenir la promesse qui lui est faite. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a tendance aujourd'hui
à formuler finalement des tas de promesses, à communiquer énormément autour des services, mais très souvent, ce qui va être important pour vous, pour moi, c'est qu'on nous promette quelque chose de précis, que ce quelque chose de précis soit tenu. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Exactement, pour revenir à des basiques. Ça me rappelle quelqu'un, effectivement. Donc, Tout à fait. effectivement, revoir l'offre de service, ça passe par quoi encore? Alors, ça passe aussi, bien sûr, par l'humain, mais je voudrais terminer plutôt par l'humain parce que c'est le plus important. Ça passe ensuite par ce qu'on appelle le support physique, c'est-à-dire la manière de faire évoluer les lieux dans lesquels s'opèrent les services, les équipements, les matériaux qui sont nécessaires à la réalisation du service. Alors évidemment, dans le logement social, on pense en particulier au logement lui-même. Mais puis regardez les syllabos, pas que. Pas que, il n'y a pas que le logement. Ouais. Mais tout ce qui va relever du support physique va être fondamental. Et là aussi, je pense qu'un des éléments caractéristiques et intéressants dans l'expérience de Lyon Parc Auto, c'est aussi justement cet incroyable support physique qui a été créé. Christine Giraudon, on en parlera tout à l'heure. Hein. Ce sera notre deuxième expert qui sera sur le plateau. On continue dans troisième élément qui est important, c'est aussi la manière dont on va faire évoluer finalement les comportements des opérateurs, la manière dont on va faire évoluer finalement la manière d'agir, les postures des acteurs du service. Là aussi, vous allez me dire finalement être poli, dire bonjour, sourire, prendre en considération le client, l'écouter, tout ça c'est des banalités, tout bon commerçant sait le faire depuis toujours. Et pourtant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que beaucoup de services dont nous sommes les clients sont opérés par de grands groupes internationaux ou nationaux qui industrialisent énormément leurs processus et qui inventent finalement des grosses machineries qui, à un moment donné, vont faire que peut-être la place de l'humain s'est un petit peu étiolée, s'est un petit peu perdue en cours de route, et finalement on a perdu de vue un petit peu ces fondamentaux-là. Et je pense que ce qui est important, c'est de finalement réhabiter cette dimension de l'homme et de retrouver finalement cette dimension aussi de plaisir dans l'interaction avec l'autre, dans le fait de lui rendre service, dans le fait de trouver aussi valorisant le fait de rendre service à l'autre. Et ça, ce sont des dimensions qui, culturellement en France, sont un petit peu compliquées, avec lesquelles on a sans doute un petit peu de mal. C'est compliqué d'être dans un métier de service et c'est compliqué finalement parfois d'avoir du plaisir à rendre service. Mais dans les propos, j'anime pas mal de conférences, les termes « remettre l'humain au centre du service » c'est à la mode. Moi, je veux du concret. Vous avez raison, et une des dimensions importantes de cette transformation-là, c'est d'embarquer le management. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la symétrie des attentions, c'est-à-dire de se dire finalement... La symétrie des attentions, ça c'était la mode aussi. Voilà, tout à fait. Dites-nous de quoi. Alors aussi, c'est une idée extrêmement banale, c'est le fait de se dire, mais finalement, si vous voulez avoir des collaborateurs qui se sentent bien, qui sont bien dans leur relation avec les clients, ayez tout simplement le même niveau de considération et la même qualité de relation avec eux que celle que vous attendez qu'ils aient avec vos clients, avec vos habitants. Cette idée de mettre en symétrie finalement et en miroir l'exigence qu'on a à un moment donné dans la qualité de la relation qu'on a avec l'autre, qu'il s'agisse d'un client, d'un habitant ou d'un collaborateur ou d'un père si je suis manager. Ça aussi, l'idée, elle est assez intuitive, elle est relativement simple à comprendre, elle ne date pas d'hier et pour autant, là aussi, on voit dans les entreprises souvent des dirigeants qui considèrent que le sujet du service c'est très important, mais c'est surtout important pour leurs collaborateurs, mais qu'eux-mêmes, finalement, dans leur posture de dirigeant, ce n'est pas forcément quelque chose qui les concerne. Donc c'est pour ça que je parle de transformation culturelle, parce que c'est vraiment une transformation de l'ensemble des comportements, y compris de ceux des dirigeants, et ça c'est compliqué, de manière à embarquer l'ensemble de l'entreprise. Ils ont du mal à se remettre en question ? Oui, je pense que c'est quelque chose. Il y a peut-être un petit peu de difficulté à se remettre en question, mais c'est surtout le fait de se dire qu'ils n'ont peut-être pas le sentiment d'être réellement acteurs du service ou de fait, ils ne sont pas au quotidien en contact avec les clients. Et c'est simplement le fait là aussi de reprendre contact avec cette réalité qui est celle de l'entreprise, quand vous êtes banquier, quand vous êtes assureur, quand vous transportez des personnes comme la SNCF ou quand vous êtes comme un métier comme la Poste, vous servez des centaines de milliers ou des millions de clients au quotidien. Et cette dimension de l'échelle humaine, de la proximité du quotidien, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont un petit peu perdu de vue. On parle des enjeux de la révolution des services dans notre société. On a fait la corrélation avec le monde HLM et les bailleurs sociaux. S'il fallait en résumer un, quel serait-il? Ou le plus difficile à mettre en œuvre? Mais je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la co-construction. On en est là, c'est-à-dire qu'on invente le futur ensemble, on l'invente avec toutes les parties prenantes. C'est complètement dans l'esprit d'ailleurs du développement durable. Ça fait 15 ou 20 ans que le développement durable nous le dit. Finalement, la logique des parties prenantes et avec donc une posture, je terminerai par ça, d'humilité, c'est-à-dire de considérer qu'on n'est pas les sachants, de considérer en tant que professionnel, en tant qu'expert du logement social qu'on n'a pas toutes les clés, mais qu'avec les collectivités locales, qu'avec ses partenaires, qu'avec les habitants bien sûr, et avec d'autres parties prenantes, ensemble, on va pouvoir inventer quelque chose de novateur. Merci Benoît Méronin, applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces propos.